Donc, bonjour à tous, bienvenue à la présentation sur Link Data. J'ai un peu raccourci le titre par rapport à ce que j'avais soumis. On va vraiment se concentrer là-dessus, mais vous allez bien comprendre pourquoi, lorsque j'avais soumis, je parlais de cloud. Vite fait pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Alexandre Berthaille, je travaille pour le W3C. J'espère que vous connaissez un minimum ce que c'est, bref, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Donc je suis un grand fan de Link Data. J'ai une expérience première juste avec les technologies du web sémantique, mais depuis mon arrivée au W3C, je me suis un peu recentré sur le web en tant que tel. Cela dit, mon vrai travail au W3C, ce n'est pas forcément de travailler que là-dessus, et je fais d'autres choses qui sont beaucoup plus proches de juste coder tous les jours. Et tous ces slides sont déjà en ligne, en réalité, c'est ce que j'utilise déjà. Donc, ce qui va se passer aujourd'hui, mon but pour moi, c'est vraiment d'être sûr que vous comprenez vraiment ce qu'est le web et pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui s'intéressent aux données et qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte du web d'avoir des données là-dessus. Donc, est-ce que vous avez déjà posé la question, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que c'était le web? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est capable de définir ce qu'est le web? Sachant que c'est un peu une définition qui évolue, heureusement, dans le temps. Donc, originalement, ce qui s'était passé, le web, c'était trois choses. C'était donc des documents qu'on pouvait partager et lier entre eux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin de représenter le document. Donc, c'est ce qui a donné HTML. Comme ça, tout le monde peut se mettre d'accord. Je sais comment écrire un document, je sais comment ça va être rendu dans le navigateur. L'implémenteur du navigateur saura comment faire le rendu, histoire que ce soit la même chose partout. Mais deuxièmement, si je veux le partager, je suis obligé de lui donner un nom sur un espace d'adressage qui est accessible à tout le monde. Donc ça, c'est ce qui a donné l'URI. Une URI en tant que telle, ça ne suffit pas. Il faut qu'on puisse la localiser. Donc d'URI, on est allé vers URL et on a associé un protocole pour pouvoir demander « donne-moi le document », ça s'appelle HTTP. Donc pour résumer originellement, retenez bien le web, c'est HTML, URI et HTTP. Donc depuis ce temps-là, ça a bien évolué quand même. Il s'est passé beaucoup de choses et on s'est rendu compte que les documents c'est bien, mais lorsqu'on veut vraiment chercher des informations, exprimer des choses, en réalité c'est ce qu'il y a de pire. Aujourd'hui, ce que fait Google, c'est presque ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire on vous donne Google ne prend que des mots mis les uns à côté des autres et va essayer de trouver une sorte de d'indices pour dire, étant donné un mot, quel est l'endroit où je vais avoir des informations les plus précises à ce sujet-là. Mais en réalité, on est très loin du monde des données. Et c'est là qu'en fait, il y a des gens, depuis maintenant quelques années, mais en fait, ça a vraiment explosé il y a 2-3 ans, lorsqu'on s'est demandé, OK, les données, c'est bien, il y avait déjà des choses pour parler des données sur le web, mais là où ça a vraiment pris forme, c'est lorsque des gens se sont dit, comment est-ce que je peux mettre mes données dans des pages web? Parce que c'est finalement la méthode la plus simple aujourd'hui pour les gens de comprendre les données, c'est avec ce qu'ils ont déjà, c'est-à-dire HTML. Et tout a commencé à cet endroit-là. Donc, je vais juste raconter une petite histoire de Best Buy. Est-ce que ça vous parle, Best Buy? C'est le plus gros retailer aux États-Unis pour tout ce qui est vente de produits électroniques en ligne. Et, pardon? Volkswagen? Ah bon. Et donc en fait, il y a de ça 2 ans, ils se sont posé la question comment est-ce qu'on pouvait augmenter notre SEO en se rendant compte qu'en fait, passer beaucoup de temps à finalement utiliser des keywords pour essayer de décrire chacune des pages était quelque chose qui était très compliqué, en particulier parce que l'étendue des entités, le nombre d'entités qu'ils géraient et qu'ils mettaient à disposition sur leur site web était juste complètement dément. On parle de centaines de milliers d'entités. Et du coup, des crawlers comme ceux de Google ou de Yahoo, ils faisaient un travail qui n'était pas vraiment génial. Et pour les utilisateurs, c'était vraiment pas ce qu'il fallait. Et donc, en fait, ils sont tombés sur un vocabulaire pour décrire justement des produits et des sites de e-commerce qui s'appelle Good Relations. Et ils se sont dit, ah ben tiens, on va commencer à utiliser ça. Et donc ils se sont rendus compte qu'ils avaient une façon très précise de décrire leurs produits. En particulier, le use case qui les intéressait, c'était pour tout ce qui était les boîtes de produits qui étaient retournées, qui avaient été déjà ouvertes,
pour lesquels on avait besoin de donner des descriptions, des commentaires des utilisateurs et pouvoir mettre ça en relation directement avec les gens qui seraient intéressés pour les racheter et faire en sorte que ce soit attrapé par les moteurs de recherche. Et donc ils ont démarré avec ça, ils se sont rendus compte que ça marchait extrêmement bien, ils n'avaient plus besoin d'utiliser les keywords parce que il se trouve que ce vocabulaire good relations est en fait utilisé par Google et même les snippets dans Google vont être capables de faire des rendus plus intéressants. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Ce qui s'est passé à partir de là, c'est qu'ils ont compris que le SEO c'est bien, les moteurs de recherche c'est bien, mais eux-mêmes, ils commençaient à avoir l'étendue de pouvoir utiliser ces données pour leur propre API, pour pouvoir partager les données avec d'autres sites et pour pouvoir améliorer l'expérience utilisateur. Et ça, c'est là où il y a eu un changement de modèle dans vraiment l'approche des données sur le web. Cette initiative, en fait, est allée encore beaucoup plus loin. Donc, c'était l'année dernière, il y a moins d'un an en réalité, les 3 moteurs de recherche principaux. Donc, on parle bien de Bing, Yahoo et Google. Ils se sont mis ensemble, ils ont dit « Ah ouais, mais en fait, Good Relations, c'était pas mal, mais on va essayer d'aller plus loin, on va décrire encore plus de choses. On va mettre tout ça à un endroit, ça sera schema.org. » Et donc, ils vont décrire plein de vocabulaire sur plein de sujets vraiment différents. Donc, je vous invite vraiment à aller voir. En fait, c'est ce qu'on va faire vite fait. Donc, juste pour voir à quoi ça ressemble. J'espère que le web ne va pas me lâcher aujourd'hui. Ça serait vraiment dommage. Je vais tout de suite lancer ça. Donc juste pour information, tout ce que Drupal 7 la dernière édition de Drupal supporte toutes ces choses-là de manière native. Et c'est vraiment excellent. Donc là, c'est juste une page web très simple. En tant qu'humain, vous comprenez de quoi il s'agit, donc une recette, la description, etc., etc. Mais en réalité, si vous allez voir le code source, vous voyez qu'ils font usage de schema.org. On reviendra plus tard sur la question des syntaxes. Et voilà en fait comment ils vont pouvoir parler, vont pouvoir enrichir le contenu de leur... je vais peut-être mettre en plus gros. Est-ce que c'est assez gros? Donc, tout simplement, le vocabulaire va leur donner un ensemble de propriétés, de concepts qui vont aider les gens qui vont faire leur page pour enrichir le contenu et dire ok, c'est pas juste du texte à cet endroit-là. En fait, ce texte, il a vraiment un contenu sémantique et toi, crawler, tu vas pouvoir l'utiliser pour améliorer tes résultats de recherche. Et donc toutes ces choses-là, en fait, sont définies sur le site de schema.org. Donc là, on était sur name. Donc vous voyez que ce truc-là, en fait, va être vu comme un préfixe. Donc à chaque fois qu'on va utiliser schema 2 points, en réalité, on va avoir tout ce truc-là. Et le name, en fait, va être concaténé derrière. Bon, je reviendrai plus tard dessus. Pas très grave. Alors, ce qui va devenir important, c'est de voir un peu comment les navigateurs vont pouvoir utiliser ce genre de résultats. Et donc ça ressemble à ça. Donc vous voyez que ils sont capables. Donc les données qui étaient exprimées à l'intérieur, c'était vraiment le nombre de minutes qu'il prend pour réaliser cette recette, le nombre de calories associées, une photo par défaut pour représenter la page, etc., etc., etc. Donc là, ce que je vous ai montré dans la page en question, c'était du RDFA, donc un des formats de sérialisation pour RDF. Donc on va s'intéresser à ça. Mais en fait, il existe d'autres technologies qui sont un peu en compétition, mais il faut plutôt les voir comme complémentaires. Donc microdata et microformat qui veulent répondre un peu au même use case. Après, ils ont certaines spécificités. Si vous êtes intéressé pour savoir quel est le format que vous voulez vraiment utiliser, il y a un article extrêmement bien qui est écrit par Jenny Tennyson
où elle fait un inventaire vraiment exceptionnel sur les trois formats, comment ils sont ensemble, comment ils sont en relation les uns avec les autres, et comment aller de l'un à l'autre aussi. Donc microdata, donc ça fait partie de la spec HTML5 maintenant. Donc l'idée, c'est qu'on va étendre le markup pour pouvoir pour pouvoir définir des entités directement. Donc la façon d'introduire une entité, c'est avec itemscope. Vous pouvez typer l'entité. Donc ici, en l'occurrence, on est en train de parler d'un film. Et pour ce film-là, vous pouvez donc pour cette entité qui est ici, on peut lui définir OK, son nom c'est Avatar, etc., etc. Donc tout ça c'est bien sûr défini dans le vocabulaire de. Je vais réessayer. Le 404, ça fait toujours mal. Mine de rien, le 404, c'est ce qui a fait que le web a fonctionné et a pu scaler. Les gens ne se rendent pas vraiment compte, mais c'est la chose la plus importante du web. Donc voilà à quoi ça ressemble, une description d'un vocabulaire sur schema.org. Donc si vous êtes intéressé, que vous retrouvez votre domaine, vous allez juste sur schema.org, vous retrouvez la classe que vous voulez décrire, donc le type, et vous regardez quels sont les attributs qui sont compris par les gens qui supportent schema.org. Et microformat, donc ça c'est quelque chose qui est un peu plus vieux. Et là l'idée c'est juste d'utiliser les classes, de donner du sens au markup juste en ayant des vocabulaires qui sont encodés dans les classes. Mais bon, rien de vraiment bien. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment que de la convention en réalité. Cela dit, si vous voulez sur microformat, ces conventions-là sont très très bien définies et donc du coup les outils qui veulent consommer du microformat savent exactement ce à quoi s'attendre. En termes de déploiement pour ces technologies, alors c'est énorme. Hein. Ces 2 dernières années, c'est vraiment l'explosion. Pour que des gens prennent la peine en réalité d'enrichir leur markup avec des données, qu'on arrive donc selon la façon de faire 13 ou 30%, mais si vous regardez sur les sources en question, de quelle façon ça évolue, c'est vraiment juste énorme. Donc sur l'ensemble en fait des données qui sont déployées, en tête vous retrouvez quand même RDFA. Une grosse raison pour ça c'est l'Open Graph protocole de Facebook qui en fait repose sur RDFA. Donc maintenant on va aller un peu plus dans les détails et s'intéresser quand on veut, pour généraliser un peu ce concept-là, on va juste étudier comment les gens s'occupent de ça lorsqu'ils définissent des API web. Donc ça vous savez en ce moment c'est vraiment l'explosion de toutes les API, tout le monde parle de ça. Vous pouvez pas faire quelque chose sur le web sans avoir une API, sinon vous n'êtes pas considéré comme sérieux. Cela dit, il y a très 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 peu de. Les bonnes pratiques sont encore balbutiantes, même s'il y a des bouquins et les gens font toujours des choses très différentes d'un site à l'autre, même pour les plus gros. Donc, en général, vous allez toujours avoir les mêmes concepts. L'idée, c'est qu'on va avoir besoin d'une collection d'abord, et à partir de la collection, on va pouvoir se relier à une entité particulière. Et on utilise juste les concepts du web. Donc REST, en réalité, c'est juste du rebranding pour le web. C'est-à-dire, vous êtes orienté, vous utilisez des noms pour décrire les choses, et vous utilisez les verbes de HTTP qui sont déjà là pour vous, pour pouvoir interagir avec ces entités. En l'occurrence, bon, je pense que vous pouvez lire, on va pas trop rester là-dessus. Mais déjà, vous savez, même la première partie, les gens sont pas toujours d'accord sur la façon de faire, donc c'est un peu embêtant. Après, vous avez la possibilité d'utiliser différents formats. Bon, bien sûr, JSON aujourd'hui est en train d'exploser, de prendre le pas sur pas mal de choses, mais mine de rien, il y a énormément de XML qui traînent, et parfois même des formats qui restent fermés, enfin qui n'ont pas été standardisés ni adoptés par la communauté. Vous retrouvez énormément de gens aussi, donc juste un commentaire qui au lieu de... parfois on n'a pas vraiment le choix.
Le support d'HTTP, la conformance à l'esprit d'HTTP n'est pas forcément respecté par la plupart des gens. Et il n'est pas rare en fait d'avoir des erreurs qui reviennent avec un code HTTP 200. Donc ce genre de choses-là, c'est toujours intéressant d'en parler, se poser des questions. Très peu de bonnes solutions pour gérer la pagination. Lorsqu'on a des contenus, je déréférence une URI, je récupère un document qui est beaucoup trop gros. Si je suis dans une appli web, pas forcément dans une grosse application, mais juste une appli web, ça peut être désastreux. Donc on a besoin de mécanismes de pagination et rien qui nous permet de vraiment bien le faire. Et tout ça pour dire, c'était vraiment centré sur le document. Et pour les gens qui s'intéressent à faire des mashups, donc lier les données entre elles pour extraire, pour finalement fabriquer de nouvelles connaissances, de nouvelles données à partir de ça, c'est juste un cauchemar. Donc c'est vraiment le moment où, en fait, on a vraiment besoin de standards, et c'est là qu'on va au W3C. Et en fait, ça a commencé il y a déjà 10 ans, et ouais, même un peu plus de 10 ans. Donc les gens se posaient la question, comment est-ce que je fais pour représenter des données sur le web, et ils sont arrivés avec une solution qui s'appelle RDF. RDF, si vous devez retenir un truc aujourd'hui, c'est un modèle. Donc c'est pour ça que je veux parler du modèle avant de parler de n'importe laquelle des sérialisations qui peut y être associée. C'est un modèle très simple qui repose donc sur ce qu'on appelle qui prend ses racines dans la logique de description, c'est-à-dire on va décrire des concepts avec des phrases extrêmement simples. Sujet, verbe, complément, rien d'autre. Sujet, verbe, complément. Tim Berners-Lee a inventé le web. Des choses aussi bêtes que ça. Ou alors, X a pour ami Y, si vous voulez, par exemple, être sur un réseau social, etc. etc. Cela dit, n'oubliez pas, on est sur le web. Donc ça veut dire que lorsqu'on veut décrire des concepts, vous vous souvenez, on utilise quoi? On utilise des URI. Donc en réalité, le sujet, par construction, va toujours être une URI qui va pouvoir décrire et référencer un concept. Le prédicat en tant que tel, on va se dire... ok, si je veux partager donc ce triple, sujet, verbe, complément, avec quelqu'un d'autre, je vais devoir lui donner une sorte de contexte pour dire, ok, que veut dire ce prédicat-là. Et la façon la plus simple, encore une fois, c'est de dire, au lieu de fournir un contexte, je vais juste dire, tu es sur le web, tu as juste besoin d'aller, si je te donne une URI, tu peux la déréférencer et tu vas avoir une description de ce que veut dire ce verbe. Je vais sûrement utiliser prédicat, on dit toujours prédicat pour verbe. Donc le prédicat, lui aussi, sera une URI. Et maintenant, il nous reste à traiter l'objet. Ben là, ça dépend. Si je veux parler d'une valeur, donc si je veux dire que je veux décrire mon âge, donc Alexandre a pour âge, je vais pas dire mon âge, et donc là on a envie de pouvoir décrire des données avec dans le sens vous savez juste normal du terme, c'est-à-dire c'est un entier, c'est un faux temps, c'est une date, etc., etc. Donc là, pour ça, on va juste utiliser ce qui vient du monde XML, XSD, les XSD type, et c'est vraiment simple. Mais parfois, on a besoin de quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui est, si je veux parler d'un autre concept, donc qui est lui-même une URI, je vais juste mettre une URI. Donc ça va nous permettre, et c'est là qu'on va commencer à avoir l'idée de lier les données sur le web. Parce qu'il n'y a aucune obligation, lorsque vous partez avec ça, de dire que l'endroit où se trouve la donnée est exactement dans le même document ou exactement sur le même site. Il n'y a rien qui vous interdit de dire, en fait, cette URI, elle est à un autre endroit qui est vraiment très différent, un autre domaine sur le web. Et en réalité, c'est là tout l'intérêt de la chose. Donc maintenant que vous avez bien compris qu'il s'agit d'un modèle, donc vous êtes en train de parler de triples et qui forment donc un graphe à la fin, puisque à chaque fois que vous avez plusieurs triples qui, par exemple, partagent le même sujet, ça correspond juste à un nœud dans un graphe avec des flèches qui sortent et qui vont vers d'autres entités. Donc bien sûr, les flèches sont étiquetées, c'est le prédicat, et les autres entités sont soit les valeurs, soit les entités qui sont autre part. Alors cela dit, vu qu'on parle de machines, les machines ont la nécessité de comprendre ce que vous leur dites, et vous êtes obligé de leur dire d'une certaine manière. Donc c'est là que viennent les formats de sérialisation. Donc le plus connu originellement, qui est en fait le seul aujourd'hui qui est au stade de recommandation W3C, RDF XML. Donc c'est juste, donc oubliez vraiment le fait, c'est pas du XML pour décrire un arbre, c'est vraiment juste un encodage
du graphe dans du XML. Et les gens, la plupart du temps, voient trop le XML et ne voient plus le RDF, ils voient plus le modèle. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens ont dit, l'une des raisons pour lesquelles ça a mis vraiment beaucoup de temps à démarrer, c'est parce que XML était beaucoup trop présent dès le départ. Et une manière beaucoup plus naturelle de d'écrire ces triplés, en tout cas pour un humain, ça sera d'utiliser soit Turtle, soit N3 qui se ressemblent énormément. L'un est un sous-ensemble de l'autre. On va avoir des exemples après. Et à noter, quelque chose qui est très récent, donc là l'idée c'est de parler aux développeurs d'API web, de dire ils sont très habitués à utiliser JSON, et donc il y a des gens qui sont intéressés à faire en gros le même travail pour JSON. On va voir aussi un exemple. Donc dans le cas de Turtle, donc encore une fois, hein, c'est l'humain est capable de comprendre et pense de manière naturelle, pense de manière naturelle au triple. Et donc l'idée, en gros, c'est d'avoir des arbres qui, localement, en réalité, les données sont toujours des arbres. Et ce qu'on veut quand même, c'est pouvoir décrire des niveaux de profondeur qui s'enchevêtrent. Donc là, ici, vous avez le sujet. C'est simple, hein, c'est celui vraiment comme sujet, prédicat, objet, encore une fois. Donc ici, le sujet est décrit par cette URI. De manière générale, de manière stricte, en réalité, ça n'a pas besoin d'être d'une URI HTTP. Mais si vous voulez la partager sur le web, donc pouvoir découvrir les données qui sont associées, c'est là que vous allez commencer à utiliser HTTP. Suivi par le prédicat. Donc là ici, comme on a vu tout à l'heure, la notion de préfixe. Là donc c'est un préfixe vide. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien devant les deux points. Donc là il faut vraiment lire. Quand vous voyez le deux points name, vous lisez en fait la concaténation de ce bonhomme-là avec name. Là l'un des formats par défaut pour décrire une chaîne de caractères. Et là ici vous voyez qu'il y a l'intérêt donc relié à une entité qui est autre part. Donc point virgule permet de factoriser sur les sujets. Donc ça permet d'écrire j'ai un même sujet et après j'ai prédicat objet, prédicat objet. Et la virgule permet de factoriser sur un prédicat. Donc là j'ai fixé le prédicat et j'ai deux objets. Donc le triple, il y a deux triples qui sont issus de cet exemple-là. JSON-LD, donc l'idée de JSON-LD, c'est vraiment d'être le moins intrusif possible et de parler aux gens qui font du JSON, qui comprennent JSON. Mais là, encore une fois, il y a une certaine polémique. Certaines personnes très vocales disent que c'est en fait perpétuer les erreurs qui ont été faites avec XML, c'est-à-dire on ne pense pas de manière naturelle au RDF, au modèle. Cela dit, c'est un avantage qui est indéniable, un support dans les outils, et en particulier dans les navigateurs, grâce à JavaScript qui est juste exceptionnel. Une simplicité à comprendre d'une certaine manière, et encore une fois, le fait ne soit pas intrusif. Donc l'idée principale, ça va être d'avoir certaines clés dans le RDF, dans le JSON qui vont être qui vont avoir un sens. Donc ça, c'est décrit dans la spec. Et pour toutes les autres, on va pouvoir définir un contexte qui va indiquer comment mapper certains attributs sur des URI ou même comment faire la coercion vers des types donc par exemple là le fait que ce mec-là soit en fait une chaîne de caractères, ce qui se passe c'est qu'on voudrait que ce soit compris lorsque je vais le parser et le traiter en tant que RDF et non plus en tant que JSON. Je voudrais dire que c'est une URI, etc., etc. Et en fait, il y a une façon d'être encore moins intrusif que ça, donc parce que pendant un moment, on se disait juste, vous pouvez prendre n'importe quel JSON, vous rajoutez juste le contexte. Donc je me disais, ah oui, mais j'ai pas envie d'avoir un gros contexte à chaque fois. Donc première étape, c'est que vous pouvez en réalité utiliser une autre URI. Donc vous déréférencez et vous obtenez en fait la définition du contexte. Donc vous pouvez remplacer ça par une URI. Et deuxièmement, si vous voulez pas le voir dans le payload, dans le corps de la réponse, vous avez même la possibilité de le faire passer dans le header HTTP. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que la réponse en tant que telle ne définit rien qui soit propre à JSON-LD, mais de manière un peu magique, donc en utilisant un HTTP link header, on est capable de dire, en fait, voilà de quoi je parle. Voilà de quoi je parle.
Euh, donc l'idée avec RDF, contrairement à Schema.org est arrivé bien après. Euh, Dans RDF, c'est un modèle décentralisé et complètement extensible. L'idée, c'est que n'importe qui peut définir son propre vocabulaire, ses concepts, etc., etc. En général, on appelle ça une ontologie. Donc c'est une force et une faiblesse. Une grande force, bien sûr, la flexibilité. C'est vraiment l'esprit du web. Personne ne devrait venir vous dire vous devez faire exactement comme ça. Mais en même temps, lorsque vous voulez déployer quelque chose quelque part, la première question, c'est quelle ontologie dois-je utiliser et qui va la supporter, etc., etc. Souvent, il va y avoir une compétition justement dans ce domaine, et les questions naturelles qui vont arriver après, c'est comment je vais mapper mes ontologies, faire les correspondances entre les termes, et parfois c'est pas possible, etc., etc. C'est pour ça que personnellement, je prédis que dans un futur très très proche, un nouveau métier va vraiment exploser. Ça sera vraiment les architectes de données qui auront une connaissance vraiment extraordinaire sur comment décrire les ontologies, quels sont les besoins qui sont associés, comment les résoudre, etc., etc. Et dans le contexte du web, c'est encore plus intéressant comme problème. Donc c'est bien. Là, on a vu comment décrire. Deuxième partie en général, qui vient juste après, c'est comment est-ce que je fais pour requêter. La bonne vieille méthode, c'est je vais mettre dans un entrepôt de données tout mon RDF, d'accord, et je vais décrire une interface pour y accéder. Bon là en l'occurrence, vu qu'on travaille avec technologie du web, on va dire c'est juste du HTTP, donc on a déjà le transport. Mais maintenant on a besoin d'exprimer un système de requêtes qui comprennent RDF, qui permettent d'extraire du RDF. Et c'est là qu'entre en jeu Sparkle. Ce que j'ai donc, vous pouvez, donc beaucoup de gens, la plupart de, moi je travaillais sur un projet qui faisait ce genre de choses en interne, c'est-à-dire c'était un intraweb, on partageait pas ça avec, c'était mon précédent boulot, mais il y a quand même des gens qui font ça déjà sur le web, donc c'est, je sais pas si vous avez entendu parler de DBpedia. Donc DBpedia, c'est en fait un dump de Wikipédia, où les gens ont essayé d'extraire des données. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les infobox sur le côté, c'est déjà de la donnée très très intéressante. En général, vous allez sur une page, c'est-à-dire pour cette page-là, la description, donc sur la gauche, ça correspondrait à un prédicat, et s'il y a un lien ou s'il y a une valeur, c'est l'objet du triple. Bon, ils font des choses encore un peu plus poussées que ça, mais c'est l'essentiel de leur dump repose là-dessus. Donc comment ça va fonctionner? Vous avez un langage, donc Sparkle. Donc là, ça vient avec une requête par défaut. Et en fait, l'idée est vraiment extrêmement simple. Donc pour ceux qui font du SQL, donc déjà la syntaxe pour habiller, ça a été voulu parce qu'on voulait parler à des gens qui faisaient déjà du SQL. Donc ça ressemble beaucoup. Donc vous allez retrouver select, etc., etc. Mais le corps de la requête en tant que tel, c'est ce qu'on appelle du pattern matching, donc filtrage de motifs. Imaginez, vous savez que votre graphe a telle forme et vous voulez faire ressortir, certaines informations. Donc vous allez décrire un motif, vous allez essayer de l'appliquer tous les endroits et vous allez voir ce qui ressort. Donc ça ressemble vraiment à ça. Donc l'idée c'est, je décris mon motif, je mets des variables. Donc pour dire quels sont les endroits où je veux faire ressortir, et je regarde ce qui match là-dessus. Donc DBpedia, c'est un truc qui marche pas toujours très bien. On va voir si ça marche, si on a de la chance. Donc là, la requête dit je m'intéresse au concept. Donc là, c'est un nom de variable, peu importe, ça aurait pu être n'importe quoi. Peu importe le sujet. C'est un prédicat qui est réservé. Donc il est tellement important, ça décrit juste une relation est un type et de type quelque chose. Et le type en question, là on dit il n'y a pas de contrainte dessus. Donc en gros on veut savoir tout ce qui apparaît, tout ce qui est un type pour quelque chose. Donc là vous avez une centaine de types qui sont utilisés sur Wikipédia. Et à partir de là vous pouvez explorer pas mal de choses. Donc je prends n'importe quoi. Alors on peut s'interroger quels sont les animaux, enfin quels sont les. On va être.
Quelles sont les choses qui sont des animaux? Je sais pas, ouais, parfois il y a des trucs un peu bizarres, hein, donc justement, à l'origine, on n'a pas vu que les données sont pas très très bien. Enfin, c'est toujours difficile de prendre quelque chose qui n'est pas de la donnée à la base et d'en faire de la donnée structurée. Mais bon, là, vous récupérez quand même des choses qui ont du sens. Et vous pouvez vous poser la question aussi. Donc, quelles sont les choses qu'on connaît à propos d'une chauve-souris? Prédicat, objet. Bon, il y a toujours des choses qui ne vous intéressent pas vraiment. Donc vous voyez que on demande des choses à propos d'une chauve-souris. En réalité, on récupère des choses à propos de la page elle-même. Donc là, il y a la partie commentaires dans la page Wikipédia avec les langues associées. Donc ça c'est assez sympa. Est-ce qu'il y a des choses un peu plus proches des données elles-mêmes? Je sais pas. Donc là, on a des liens vers d'autres sources de données. Des noms, bon. Voilà, donc quel est le nom? Ça s'écrit BATS en anglais, etc., etc. Donc c'est assez marrant. Donc là, je vous ai déjà mis dans un problème. Donc effectivement, vous avez une source de données, ça vous dit, ça parlait de chauve-souris, BAT, à ce moment-là. Mais en réalité, on dit, ah ouais, en fait, je voudrais utiliser cette URI-là pour parler de chauve-souris, mais il se trouve que j'ai récupéré des données qui parlaient de la page elle-même. Donc, on rentre dans un problème philosophique qui est en fait extrêmement important et qui n'a pas encore de bonne solution dans ce domaine-là et qui est cristallisé dans une issue qui s'appelle HTTP Range 14. C'est vraiment le concept. Étant donné une URI, est-ce que je parle du concept ou est-ce que je parle de sa description? Lorsque j'ai une page qui parle de la Tour Eiffel et que sur cette page-là, donc Wikipédia Tour Eiffel, que je vois un triple associé qui dit creator, et là je retrouve le nom de la personne qui a écrit la page web, alors qu'en fait je voulais exprimer quelque chose qui parlait de Monsieur Eiffel qui a créé la Tour Eiffel. C'est un peu difficile de séparer les deux concepts. Donc je voulais juste, ça c'est pour quand vous rentrerez à la maison, vous essayerez de penser à ça, c'est assez marrant. Il y a quand même des solutions qui sont proposées, il y en a deux principales. Donc la première c'est de dire, ok, utilisez une URI HTTP, mais vous considérez que si c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment sur le web, donc je veux dénoter quelque chose qui existe dans le monde réel par exemple, vous pouvez utiliser une redirection, un 303 par exemple. Ça c'est un concept assez... Ça permet de dire à la machine, ah en fait, on parlait de quelque chose qui n'était pas là, mais qui est autre part. Et du coup, je peux vous rediriger vers la page HTML, si c'est à destination de l'humain, ou du document RDF qui donne des informations, si c'est à destination de la machine. Autre solution, c'est les Fragment Identifier, donc le hash URI. Donc, j'espère que vous êtes au courant, lorsque vous utilisez un hash, dans le protocole HTTP, vous n'envoyez jamais l'URL avec le hash. Le hash est vraiment à destination du client. Et l'interprétation qui est faite de ce hash, en fait, dépend du type de ressource que vous êtes en train de traiter. Dans le cas de HTML, c'est assez simple, un ID dans la page, et on va vous faire pointer directement sur cet ID lorsqu'on va faire le rendu. Dans le cas de RDF, ça permet de parler de triples, d'avoir plusieurs triples sur une même page, sur un même document, et de pouvoir référencer ce triple depuis l'extérieur. Et donc c'est une façon simple de dire, ok, j'ai un concept, mais je sais exactement où est sa représentation, j'enlève juste la partie hash. Donc ça fait partie des deux solutions qui sont considérées. Très rapidement, donc si vous voulez jouer, donc comme dit Wikipédia, il y a un autre dépôt ils ont fait un peu le même genre de boulot, ça s'appelle Freebase, qui a été acheté par Google il y a pas très longtemps. Il semblerait que Google soit intéressé à ajouter un peu plus de sémantique dans ses résultats et voudrait être capable de répondre à des réponses plutôt que vous rediriger vers des pages pouvant peut-être vous donner une réponse à ce que vous cherchez.
Pour l'instant, on ne sait pas trop comment ils vont utiliser ça, mais on attend. Wikidata, qui vient juste d'être annoncé publiquement. Donc, c'est la fondation Wikimedia qui met le paquet sur les données et qui, en fait, essaie de reprendre... Au lieu de dire je vais faire un dump et j'ai perdu, en fait, dès le départ, j'ai pas des très bonnes données, j'ai juste du texte. L'idée, c'est de dire ce qui va devenir central à l'intérieur de Wikipédia, c'est en fait des données. Donc, on va aider les gens à fournir des données plutôt que fournir du texte. Et c'est un énorme défi. C'est un énorme défi. Ils mettent vraiment le paquet et j'espère que dans à peu près 2 ans, on aura quelque chose qui pourra déjà être utilisé. Mais là, par exemple, tous les gens qui font des wikis aujourd'hui, j'espère qu'ils vont suivre et qu'ils vont comprendre que les wikis c'est déjà dépassé, on passe au wiki de données maintenant. Une initiative extrêmement intéressante, donc qui est faite en fait par Tim Berners-Lee au MIT, donc c'est en dehors du W3C, mais c'est en partie recherche, c'est Tabulator, qui répondrait à la question, ok, j'ai des navigateurs pour le web de documents, à quoi ressemblerait un navigateur pour le web de données? Très intéressante question. Ils ont déjà des prototypes qui marchent super bien. Et enfin, si aujourd'hui, un CMS, si vous voulez déjà commencer à jouer avec ça et déployer des données de manière très simple, je vous conseille très fortement de jouer avec Drupal 7, parce que c'est extrêmement bien fait à l'intérieur de Drupal. Fait par un Français d'ailleurs, au passage. Donc jusqu'à très récemment, en réalité, donc c'était bien, on était capable de parler de données sur le web, on est capable de les relier entre elles, il y a énormément de gens qui le font, mais c'est très limité. Je pense que je ne vais pas essayer de vous convaincre que pour que quelque chose soit vraiment intéressant, faut pas être capable de juste la lire, il faut être capable d'interagir avec, et en particulier écrire à cet endroit-là. Et c'est pour ça qu'il y a... donc moi j'ai commencé à jouer avec ce genre de truc-là il y a un peu plus d'1 an maintenant. Mais en fait, la façon de faire ça a été décrite en 2008 pour la première fois dans juste un article de blog qu'a écrit Tim. L'idée principale, bon, c'était de réutiliser les concepts REST pour pouvoir interagir avec les ressources, mais du coup, ça nécessite aussi, enfin, c'est pas ça nécessite, c'est ça permet de donner une sémantique beaucoup plus précise aux URI qu'on est en train de manipuler. Donc c'est vraiment simple, vous avez la possibilité de tout simplement envoyer le document en tant que tel, avec put ou post, ou même de faire un append si vous postez du RDF. Vous pouvez, alors là c'est quelque chose que toutes les RESTful API ne sont pas du tout capables de faire, parce qu'ils n'ont pas les moyens de parler de ça, mais maintenant vous pouvez considérer que le document en tant que tel est un Sparkle Endpoint en tant que tel, donc un endroit où je peux requêter des données. Donc plutôt de dire donne-moi le document entier, on pourrait demander donne-moi juste les valeurs, donc les objets qui correspondent à tel ou tel prédicat, etc. Donc ça c'est vraiment excellent. Et pareil aussi pour pouvoir interagir avec les données, donc modifier un triple, en rajouter, etc. Si j'étais avec du REST pur, bon, ben les gens réinventent leurs protocoles, vont écrire OK dans la query string, vous rajoutez tel genre de truc, etc. C'est compliqué. Alors que là, on a déjà un langage pour parler de ce genre de choses. Donc c'est Sparkle 1.1, donc qui rajoute Sparkle Update à l'intérieur. Et donc on a déjà les outils principaux. Et en réalité, on a déjà des prototypes qui fonctionnent très bien. Et du coup, à partir de ça. Donc ce qui s'est passé, c'est on avait l'impression, nous au W3C, que l'industrie, on arrivait du mal à tâter, à comprendre un peu ce que l'industrie voulait exactement. Il se trouve qu'en décembre dernier, on a réalisé un workshop sur le sujet. Donc là, on a dit, ça s'appelait Linked Enterprise Data, donc à destination des entreprises, qui sont en général les gens les plus à même de changer l'industrie, bien sûr. Et là, on est juste tombé de très haut, parce que tous les gens, donc on avait des très gros dans la salle, et tous les gens disaient non mais on a vraiment besoin de ça. On se méfie un peu, mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous voulez qu'on écrive un white paper? Vous voulez qu'on écrive une note? Il dit, non, vous comprenez pas. On veut la totale. On veut vous créez un groupe de travail et vous sortez une recommandation, donc le stade ultime d'une spécification W3C. Et on veut la totale. On veut des gens qui travaillent. Et donc, après 3 mois de travail, on a sorti un charter, donc c'est la façon dont on propose au monde, et en particulier aux membres du W3C, de commencer le travail. Et on a un énorme momentum, enfin ça buzz super bien, je suis particulièrement fier de ce que les gens ont réussi à mettre dans le scope, très ambitieux, beaucoup plus que ce que j'aurais espéré. Et l'industrie qui suit énormément. Pour info, IBM, et en particulier à base de ça,
sont des supporters. Enfin, c'est vraiment énorme. Ils ne sont pas les seuls, loin de là. Donc juste par rapport à ce que j'ai expliqué sur l'idée principale, on a déjà identifié des axes de travail auxquels on doit répondre. Donc IBM eux-mêmes, ils ont déjà sorti un document, une soumission W3C qui reprend déjà leurs bonnes pratiques qu'ils ont développées pendant les 5 dernières années, où ils ont réinventé de leur côté finalement exactement les mêmes choses que nous on avait. C'était vraiment sans savoir que Tim avait déjà écrit là-dessus. C'est assez marrant. Et l'idée, c'est vraiment de rendre très accessible. L'un des reproches qui est fait par exemple à des technologies comme Sparkle, c'est que ça peut être un peu compliqué à déployer, à utiliser. Et effectivement, donc, en particulier pour modifier les données, le langage, on aurait peut-être besoin de quelque chose qui soit un peu plus restreint, mais plus simple à déployer et à implémenter, surtout en particulier du côté serveur. Et peut-être en réutilisant des verbes plus spécifiques de HTTP, comme patch, par exemple, ou alors, vu qu'on a la nécessité de pouvoir décrire des collections, des ressources qui soient des collections, utiliser peut-être des MK-calls. Donc tout ça, ça vient de WebDAV. Donc c'est l'une des questions qui reste encore ouverte. Le problème de la pagination n'a jamais été réglé. C'est intéressant, ça n'a jamais été réglé dans le langage Sparkle. Et vu que là on fait des applications web, on se dit ok, on va avoir besoin de quelque chose. Comment est-ce qu'on fait? Et pareil, avoir un document tout seul, c'est souvent pas intéressant. Souvent, on veut pouvoir avoir un contexte. Par exemple, à propos, si vous êtes intéressé par, vous venez de récupérer ce document, mais si vous êtes intéressé si vous voulez en savoir plus, allez là. Et ça, c'est une information qu'on ne veut pas forcément dans le payload, mais c'est une information qui est une méta-information finalement. Donc c'est quelque chose qu'on a envie de mettre dans un header HTTP par exemple. Et une autre question, c'est comment est-ce que ça va, enfin toute la stack du web sémantique, il y a énormément d'autres technologies pour pouvoir faire de l'inférence, pour pouvoir faire, c'est un autre talk à part entière. Comment est-ce que tout ça, ça va fonctionner ensemble? Est-ce qu'il va y avoir des moments où on va observer des clashs entre les gens qui pendant 10 ans ont défini des technologies, qui vivaient dans des entrepôts de données, et là maintenant, l'entrepôt de données, ça devient le web en tant que tel. Donc ça peut changer des choses. Donc là encore, on ne sait pas trop. Je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis en réalité, parce qu'on parle de choses quand même assez différentes. Mais une autre question. En termes de déploiement, pour que ça devienne vraiment intéressant aussi, on a besoin de quelques petites technologies supplémentaires. La première, c'est comment... Donc on est sur le web et à chaque fois il y a quand même un humain qui intervient, ne serait-ce que pour s'identifier ou pour parler d'autres humains. Les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est vraiment énorme. On a besoin de parler de personnes, on a besoin d'avoir des informations à propos des personnes. L'idée est simple. Si je veux parler d'une personne, je vais juste utiliser une URI HTTP pour qu'on va se mettre d'accord, cette personne-là, c'est cette URI HTTP. Et si je veux avoir des informations sur cette personne-là, j'ai juste besoin de déréférencer l'URI. Mais du coup, avec ce concept très très simple, maintenant je peux commencer à faire des choses beaucoup plus évoluées. Donc par exemple, si j'attaque un service, je dis moi je suis berthèse.org/ je ne sais quoi. Le service va dire ok, tu prétends être ce bonhomme-là, ça veut dire que je peux m'attendre à ce que tu sois le propriétaire de l'URI. Et donc du coup, on peut mettre en place des systèmes d'authentification, de challenge, qui vont avoir pour objectif de prouver que vous êtes vraiment le propriétaire de l'URI. L'un des protocoles les plus intéressants, c'est le WebID protocole, qui est en fait un hack de la stack TLS, donc les certificats que vous avez dans le navigateur. Pourquoi cette approche est vraiment intéressante? Tout simplement parce qu'elle est déjà déployée dans tous les navigateurs, et ce depuis 10 ans. L'idée est très simple, c'est de dire que le référent qui a signé le certificat, en fait, c'est vous-même. Et donc, du coup, le système qui va être au milieu va pouvoir en fait commencer à déréférencer des URI un peu partout et initier une authentification TLS. Donc là, ici, le challenge, c'est de prouver que les clés publiques que vous avez mises dans votre WebID, donc le document que vous identifiez à un endroit, va être la bonne clé vous allez pouvoir boucler la boucle avec la clé privée qui est dans votre certificat, dans votre navigateur. Et donc, une fois que vous avez remis tout ça ensemble, le service qui était au milieu
sans avoir connu votre clé privée, est capable de dire, OK, cette personne est bien la personne qui prétend être ce Web ID. Et donc, vous avez un système un système d'authentification complètement décentralisé sur lequel vous avez la main. Vraiment intéressant. À partir de ça, dire, OK, très bien, je suis capable de parler de personnes et de savoir qui elles sont. Deuxième étape, c'est de parler de contrôle d'accès. Donc, autorisation. Et là, l'idée, en fait, ça serait de définir une ontologie, donc un vocabulaire qui permet d'exprimer ces choses-là et d'associer des requêtes intéressantes. Donc, un truc qui est vraiment marrant, le groupe de team au MIT, ce qu'ils ont fait, ils ont hacké un wiki, ils ont mis un système expérimental de WebACLs, et il y a une simple petite requête Sparkle qui dit, OK, les personnes qui ont le droit d'écrire sur ce wiki sont en fait les amis des amis de team. Donc, on ne sait pas qui ils sont, mais si... Donc, tous ces amis, en réalité, utilisent une ontologie pour décrire les personnes qui s'appelle FOF, Friend of a Friend. À l'intérieur de leur FOF, ils mettent leur clé publique, donc on est capable de les authentifier. Et le système au milieu va juste dire, OK, cette personne-là, est-ce que j'arrive à trouver un lien en suivant des liens, tout simplement en suivant des liens, est-ce que j'arrive à savoir que c'est un ami d'un ami de team? Et voilà comment ils ont fait leur système d'autorisation. Moi, je trouve ça juste bluffant. Quand j'ai vu ça la première fois, j'ai dit, waouh, c'est vraiment extraordinaire. Et alors là, c'est un sentiment personnel, hein, je ne représente pas le procès lorsque je dis ça. Pour moi, en réalité, Link Data, c'est la seule chose c'est ma définition pour le cloud, où les gens sont au milieu, les gens ont le contrôle de leurs données, les gens ne sont pas obligés d'utiliser Facebook ou Google. J'ai rien contre ces gens-là, mais parfois, je voudrais être sûr de certaines choses et j'aimerais bien avoir le contrôle de ces données-là. Donc justement en parlant de cloud, il y a des gens... Alors, il faut que je mette ça, Creative Commons. Donc ça, c'est un truc qui est remis à jour tous les N mois, je ne sais pas trop. Donc pour justement identifier les entrepôts de données qui sont liés entre eux, et donc qui forment ce qu'on appelle le Link Data Cloud. Et donc je vous ai parlé, vous avez DBpedia au milieu qui, en termes de nombre de triples à l'intérieur qui est largement le plus gros, et qui est en fait un point central. Donc de la même manière qu'énormément de gens dans des pages vont lier vers Wikipédia normal, pour dire si vous voulez en savoir plus, elle est là. Les gens là ici se rendent compte que DBpedia offre un corpus énorme d'URI qui sont bien définis, et donc ils ont tout intérêt à les utiliser. Donc en fait, les mêmes concepts, les mêmes intérêts qui ont prévalu sur le web de documents, qui vous incitaient à lier les documents entre eux, il y a exactement les mêmes intérêts qui existent dans le web de données. C'est exactement la même chose. Et pour inciter les gens et pour expliquer un peu qu'est-ce qu'il y avait à faire, comment aborder la question, et ça c'est en particulier, donc le open ici est important, et on a l'équivalent avec Enterprise, on le vend pas, hein, mais ça existe. Il y a le même avec Enterprise, parce que dans l'entreprise, vous pouvez pas arriver et dire, première étape, il faut que vos données soient ouvertes. Les gens disent, pas trop, c'est craignos. Mais ça, c'était en particulier pour les gouvernements qui s'intéressaient à mettre leurs données sur le web. Et l'idée, c'est OK, premièrement, il faut que ce soit sur le web. Si je dois aller à votre administration pour le trouver, c'est même pas la peine. Deuxièmement, il faut... Enfin, à chaque fois, ça devient plus intéressant, en fait. Les données deviennent plus intéressantes à chaque fois que vous rajoutez une étoile. Il faut que ce soit dans un format qui soit lisible par une machine. C'est pas suffisant, parce que si c'est un format propriétaire, si c'est un document Word, par exemple, une machine ne va pas pouvoir en faire grand-chose, sauf si vous avez payé le plugin super cher à Microsoft. Donc du coup, troisième étape, c'est d'utiliser des formats ouverts. Mais un format ouvert, ça peut être par exemple une feuille de style XSL, non, XLS. Donc, je raconte. Donc juste une spreadsheet Excel. Mais c'est encore mieux s'il s'agit d'un vrai standard où on a bien défini et où vous voulez répondre au contexte, au problème des données. Et à la fin, OK, là vous avez vos données, elles prennent vraiment toute leur valeur à ce que vous voulez lier entre elles et vous participez de manière active au web de données. Donc, j'espère vous avoir montré que c'est quelque chose qui est extrêmement important
que c'est pas juste pour jouer, on n'est plus dans le monde des académiques qui font de la logique dans un coin, on n'est plus dans le monde des gens qui se font plaisir à faire du Sparkle, c'est un vrai problème d'aujourd'hui, à la fois pour les données ouvertes et nos gouvernements qui développent de plus en plus ce genre de technologie. Les entreprises ont un besoin énorme pour faire l'intégration de données. Maintenant que quand IBM nous a annoncé qu'ils avaient compris la différence entre les services et les données, c'était vraiment excellent. Et bien sûr, vous qui êtes au milieu, le social web, c'est vraiment, à mon avis, la chose encore la plus importante. Donc juste retenez. Donc ça, c'est ce que Tim Berners-Lee a raconté hier à la keynote de la World Wide Web Conference. Et donc je vous invite à reprendre le contrôle de vos données. Merci.